Place au face-à-face entre le journaliste Edoui Plenel et l'immortel, l'académicien Alain Finkielkraut. En quelques questions, l'islam et l'identité française, enrichis par l'immigration selon Plenel ou menacés par le multiculturalisme et le métissage selon Finkielkraut. Les deux hommes qui ferraillent par livre interposé ne peuvent plus envoyer leurs témoins pour un duel à l'heure de la rosée. C'est donc ici qu'aura lieu le débat. Y a-t-il un problème de l'islam en France? Mise au point de Sandrine Le Calvez. Ce matin-là, Alain Finkielkraut est l'invité de France Inter. 15 jours après les élections européennes et la tuerie de Bruxelles, les thèmes fusent. Montée du Front National, laïcité, djihad et place de l'islam dans la société. Il y a un problème de l'islam en France. Il ne faut pas, si vous voulez, se cacher derrière son petit doigt et nous devons avoir une réponse appropriée et ferme dans le cadre républicain. Cette intervention radiophonique déchaîne la colère d'Edoui Plenel. Ce qui me choque, c'est qu'on accepte dans l'espace public de dire à ceux qui nous écoutent, ici même, qu'il y a en clair un souci de civilisation qui serait l'islam. Indigné face à ce qu'il voit comme la preuve d'une islamophobie décomplexée et banalisée, le journaliste a publié il y a quelques jours un ouvrage intitulé « Pour les musulmans ». Un titre inspiré d'une tribune d'Émile Zola, écrite en 1896 au début de l'affaire Dreyfus. C'était avant le célèbre J'accuse. Depuis quelques années, je suis la campagne qu'on essaye de faire en France contre les Juifs, avec une surprise et un dégoût croissant. Cela m'a l'air d'une monstruosité. Cette monstruosité serait aujourd'hui dirigée vers les musulmans de France. Pour Edoui Plenel, ils ont remplacé les Juifs d'hier comme bouc émissaire et comme menace. Pour l'académicien Alain Finkielkraut, le danger serait bien réel. La frange la plus militante et la plus sectaire de l'islam attaquerait selon lui le principe républicain de laïcité. La crainte du philosophe, la désintégration de la société française. Alors, y a-t-il un problème de l'islam en France ou d'islamophobie? Bonsoir à tous les deux. Alain Finkielkraut, bonsoir. Vous êtes philosophe, académicien. Vous avez publié il y a un an L'identité malheureuse. Ce fut un grand succès de librairie et l'objet de nombreuses polémiques. Et je précise que vous êtes dans le mensuel Causeur de ce mois-ci. Vous participez à un entretien croisé avec Ronnie Broman, Israël-Palestine. Et vous avez également fait un long papier sur Charles Péguy, Noblesse oblige. Vous concluez ainsi. Bonsoir, Edoui Plenel. Pour les musulmans, aux éditions La Découverte, ce cri d'amour, ça n'est pas un pamphlet, c'est plutôt un cri d'amour. Pour la France. Oui, alors j'allais vous dire, Zola Plenel, même combat, d'une certaine manière. Votre argument principal, c'est les musulmans sont devenus, donc les boucs émissaires endossent ce rôle qui fut celui, bien malgré eux, des Juifs dans la France d'avant-guerre pendant au moins un siècle. C'est un livre de raison sensible, argumenté, ce n'est pas un pamphlet. Il pourrait s'intituler Pour la France, il pourrait s'intituler aussi bien Pour les minorités. Le point de départ est très simple, en effet, quand on commence à essentialiser derrière une religion. Imaginez la violence symbolique immense pour des compatriotes protestants ou juifs d'entendre qu'il y aurait un problème du protestantisme ou du judaïsme en France. Derrière cela, il y a une humanité concrète. Derrière une religion, il y a des gens qui ont un rapport d'origine, un rapport de culture, un rapport de croyance, dans la diversité de leurs appartenances. Donc cela les désigne comme notre problème. Et enfin, ce mot de civilisation dit en clair qu'il y aurait une civilisation, la nôtre, qu'il faudrait défendre contre une autre, qu'il y aurait des civilisations supérieures. Donc en clair, Zola, c'est une résonance, et c'est une résonance sur le mécanisme qui peut conduire à des catastrophes, le mécanisme de la discrimination, le mécanisme de la désignation de bouc émissaire. Il y a toujours un bouc émissaire principal, toutes les minorités après sont concernées. Vous dites on essentialise, ce on recouvre en l'occurrence Alain Finkielkraut. Alain Finkielkraut, il est bien sûr, pendant 8 pages désigné dans votre livre. C'est le point de départ. Dès le début du livre, vous êtes visé directement. C'est le point de départ, c'est ce qui a déclenché, c'est en entendant cela un jour, un lundi de Pentecôte, ce qu'on vient d'entendre, que je me suis décidé à écrire ce livre. Mais le livre, en clair, ne parle pas d'Alain Finkielkraut. Le livre est une réponse à tous ceux qui, comme lui,
banalise, intellectuels, médias et hommes politiques. Oui. De manière médiatique, de manière politique, de manière académique, ce préjugé. Et c'est comme ça que cela commence. Justement, Alain Finkielkraut, quand vous essentialisez, comme vous en accuse en tout cas Edoui Plenel, les musulmans aujourd'hui, vous sentez reprendre une démarche qui était celle qui visait les Juifs il y a des décennies ? Essentialiser personne. Je réfléchis à une situation, Edoui Plenel aussi, et il veut tirer les leçons d'un passé douloureux, par le biais d'une analogie. Le problème, vous la récusez ? C'est que, Edoui Plenel, vous oubliez que le présent, ontologiquement, c'est ce qui ne s'est jamais présenté jusque-là, comme le disait Paul Valéry. Et vous omettez, vous écartez tout ce que notre réalité a d'incomparable, de neuf. Dans les années 30, il y avait peut-être ici ou là en Galicie des communautés juives qui excommuniaient des gens. On n'a pas vu un rabbin juif prononcer une condamnation à mort planétaire pour un écrivain jugé sacrilège, Salman Rushdie. Il n'y avait pas, dans les années 30, de patrouille de la halakha à Wuppertal. Il y a des patrouilles de la charia aujourd'hui à Wuppertal qui séparent les garçons des filles. Il n'y avait pas non plus de noyautage des écoles publiques à Birmingham, parce que le problème n'est pas simplement français. Un noyautage qui consiste aujourd'hui à, si vous voulez, non seulement séparer les garçons et les filles, mais à faire retentir la prière dans la cour de création et sur deniers publics, à organiser des voyages à la Mecque. Et surtout, et c'est ça le plus important, quand vous dites que les musulmans tiennent la place aujourd'hui des Juifs, vous faites l'impasse sur une des réalités les plus spectaculaires, l'expansion irrésistible de l'antisémitisme musulman. Tous les musulmans ne sont pas antisémites, bien entendu. Il y en a qui combattent l'antisémitisme pied à pied. Mais la majorité des antisémites sont aujourd'hui musulmans. Et les juifs n'ont plus le droit de nommer leur malheur. Puis-je répondre d'abord ? Puis-je répondre ? Ce livre pourrait s'intituler... je réponds à ce... Oui, c'est un dialogue. C'est un dialogue. Oui, mais je n'ai pas tout à fait fini. Mais... vous aurez l'occasion de poursuivre. Je pense que dans sa réponse, Alain Finkielkraut a illustré exactement cette essentialisation. J'écris pour les musulmans de France. Ce n'est pas un livre sur l'islam dans le monde, ce n'est pas un livre sur les totalitarismes qui se réclament indûment de l'islam et dont je rappelle que les premières victimes sont des musulmans eux-mêmes. C'est un livre sur nos compatriotes, ceux qui vivent, qui habitent et qui travaillent ici. Que répond Alain Finkielkraut ? Il répond en bloc, en prenant tous les désordres peu ou prou qui seraient liés à certains qui se réclamaient de l'islam, pour dire les musulmans en France, ici même, chacun vous l'a entendu, ici même en sont comptables. Je dis en clair que nos compatriotes musulmans qui vivent, qui travaillent, qui habitent ici, ne sont pas comptables des idéologies totalitaires qui peuvent se réclamer. Pour aller jusqu'au bout, c'est comme si vous demandiez à nos compatriotes catholiques d'être comptables, et l'Église catholique elle-même et le Vatican tout entier, de l'antijudaïsme chrétien qui a accompagné l'antisémitisme en Europe. C'est comme si vous demandiez, je vais jusqu'au bout, à nos compatriotes juifs d'être comptables de la politique de la droite ou de l'extrême droite israélienne parce qu'elle se réclame du judaïsme. C'est cela essentialiser et c'est cela nous précipiter dans une guerre des civilisations, dans une guerre des mondes, c'est cela nous entraîner dans des conflits qui ne sont pas les nôtres. Alors, je parle de l'Europe, mais je parle bien entendu aussi de la France. Le salafisme ne s'arrête pas aux frontières. Gilles Kepel, qui n'est pas un fou de l'essentialisation, c'est un historien. Gilles Kepel, dans son livre « Passion française », reconnaît l'expansion du salafisme. Le salafisme dont j'ai donné des exemples, en effet, à Wuppertal et à Birmingham, mais dont il dit qu'il est très fort, aussi bien à Marseille qu'à Roubaix. En 2012, pour les 10 ans de la parution du livre « Les territoires perdus de la République », il y a eu une sorte de conférence de presse organisée par ceux qui l'ont écrit. Les journalistes de Mediapart n'y étaient pas. Ils ont mieux à faire. Il est vrai que la déclaration d'impôt de Thévenoud ou les diplômes de Campbell-Ellis, c'est autre chose et c'est beaucoup plus important. Eh bien, dans cette conférence de presse,
Georges Bensoussan a dit que dans les banlieues françaises, l'antisémitisme n'était plus une passion minoritaire, n'était plus une opinion, c'est un code culturel. Alors qu'on ne nous dise pas que je ne parle pas de la France. Et alors je finis en disant ceci. Étant donné l'évolution de la population française, ce pays soi-disant islamophobe aura toujours plus de musulmans et toujours moins de juifs. Parce que dans ce pays islamophobe, ce sont les juifs qui s'en vont et ils continueront à s'en aller, surtout si les nouveaux Dreyfusards ne leur donnent même pas le droit de nommer leur malheur. Vous voyez bien, je n'ai certainement... Vous récusez le fait qu'une forme d'antisémitisme existe dans une partie je ne récuse pas du tout, et je n'ai sincèrement aucune leçon à recevoir sur le terrain de la lutte contre l'antisémitisme. La lecture de Mediapart peut en témoigner, y compris dès 2008, dans une adresse très précise sur ceux qui suivaient les imbécilités scandaleuses, criminelles de Dieudonné. Donc je n'ai aucune leçon. Je dis juste que c'est contre cela que je m'élève exactement ce qui est fait là. Mettre en guerre la France contre elle-même, mettre en guerre des Français contre eux-mêmes, prendre les musulmans, je n'entends que dire les musulmans, les musulmans et les juifs, et mettre en guerre cela, au lieu de nous prendre tels que nous sommes, dans la diversité de nos chemins et de nos appartenances. Cette guerre des identités, c'est une façon, parce que c'est ça la clé. Quelles sont les réalités derrière? Ce sont des réalités sociales, des réalités démocratiques, et c'est une façon de dissoudre tout cela. Je vous signale que moi, je suis censé dire les musulmans, alors qu'Edoui Plenel a écrit pour les musulmans. Mais j'explique que ça pourrait s'intituler pour les Noirs, pour les Roms, pour les Juifs, pour la France. Moi, je dis que l'antisémitisme musulman est majoritaire. Et je répète que tous les musulmans ne sont pas antisémites. On vous a bien entendu, vous avez bien entendu la première fois. Je vous propose c'est l'obsession. Je vous propose d'avancer pour pouvoir évoquer la laïcité que vous opposez au laïcisme, une sorte de nouvelle religion d'État. C'est en tout cas votre thèse, Edoui Plenel. Et je vous propose de revenir sur la loi française passée à propos du voile intégral, une loi qui a été promulguée en 2010 pendant le mandat de Nicolas Sarkozy. C'est le rétroviseur de Marc-Antoine de Porret qu'ils vont respirer. Depuis 2004, une loi existe sur les signes religieux ostensibles. Plus de voile, de kippa ou de croix visibles dans les écoles, collèges et lycées publics. Pourtant, 5 ans plus tard, le voile enflamme à nouveau le débat public. Selon certains, le niqab et le tchadri seraient de plus en plus en vogue dans les villes françaises. Même le recteur de la mosquée de Paris s'en inquiète. C'est un signe de démarcation culturelle, un signe probablement d'hyper-identification, d'hyper-identité, d'hyper-recherche d'identité et donc probablement une tendance communautariste. Une mission d'information s'empare du sujet, la guerre des chiffres commence, elle serait au choix 400 ou 2000 femmes à porter le voile intégral dans le pays. Le gouvernement dépose un projet de loi pour interdire son port en public. Le voile intégral est contraire à la dignité de la femme. La réponse, c'est l'interdiction du voile intégral. La classe politique est unanime. La loi est définitivement adoptée le 14 septembre 2010 et promulguée le mois suivant. Nous sommes évidemment contre la burqa. Nous voulons qu'elle ne soit plus présente dans notre pays. La dissimulation du visage dans l'espace public est désormais passible d'une amende de 150 € ou d'un stage de citoyenneté. Et pour tout individu qui obligerait une femme à porter le voile intégral, 1 an d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Le double si la victime est mineure. Edoui Plenel, vous êtes opposé à cette loi? Je suis tout à fait contre la burqa, contre toute oppression des libertés des femmes. Ce que je conteste, c'est la façon dont depuis 30 ans, nous construisons un problème musulman en nous en prenant en permanence, comme si c'était le problème central de la France, aux signes visibles de pratique, aux signes... Non, mais justement, je vais... Ce n'est depuis 2010, depuis qu'elle existe, excusez-moi, mais elle fonctionne très bien, cette loi. Ce n'est pas ça que vivent la majorité des musulmans de France. Ce qu'ils vivent, c'est la question du foulard à l'école. Ce qu'ils vivent, les musulmans de France, c'est la désignation de leurs pratiques alimentaires dans la campagne présidentielle où on a dit que c'était une question centrale, le halal. Ce qu'ils visent, c'est la désignation de leur mode de prière et de croyance. Donc, c'est cela...
qui est en permanence dans l'espace public. On peut toujours prendre le terrorisme, prendre la burqa. Mais revenons à la laïcité. Je ne pratique aucun amadame dans mon livre. Je dis juste, est-ce qu'on ne peut pas être favorable à cette loi tout en défendant les musulmans qui sont attaqués sur leur pratique culturelle ? Je débat déjà avec Alain Finkielkraut, donc permettez-moi de débattre à égalité, s'il vous plaît. Et donc je réponds sur la laïcité. Je rappelle dans le livre de manière très documentée ce qu'est la laïcité originelle. Le laïcisme, qui est à la laïcité ce que l'intégrisme ou de religion, c'est la désignation de la religion comme un problème, comme un danger, comme une menace. Tout au contraire, 1905, c'est la fin du face-à-face avec une seule église majoritaire, avec une norme majoritaire qui serait le catholicisme, et la reconnaissance de cultes minoritaires, les protestants et les juifs. Nos compatriotes juifs ont aujourd'hui le droit d'être français et juifs, à égalité, à part entière, pas l'un sans l'autre, pas l'un contre l'autre, et j'en suis très fier pour avoir accompagné ce combat. Je revendique la même chose pour nos compatriotes musulmans, être musulmans et français à part entière, à égalité, sans devoir être désignés invisible, à la comme vous le dites, c'est ça, et sans devoir être je ne dis pas invisible, je dis tels qu'ils sont. Oui. Non, je ne dis pas invisible. Tels qu'ils sont, tels qu'ils ont le droit de l'être. Alors, d'abord, ce sont les signes visibles qui sont interdits. Donc, la kippa, autant que le foulard islamique aujourd'hui à l'école, mais surtout, ou les grandes croix, et je me souviens des années 50 ou 60, où les surveillantes générales au lycée, quand les filles entraient au lycée, leur lycée de filles, et qu'elles avaient la croix sur le pull, on leur demandait de rentrer la croix sous le pull. Donc le catholicisme a subi de... Bien sûr, le breton que je suis le sait. En très grande, si vous voulez, c'était pas une répression, c'était une règle réduction qui doit de sa visibilité. La première question est de savoir, c'est la République doit-elle s'adapter aux lois de l'islam ou est-ce à l'islam de s'adapter aux lois de la République? Mais surtout... Mais donc ces lois visaient bien spécifiquement l'islam? Non, l'inquiétude venait du foulard, mais précisément parce qu'on ne voulait pas viser spécifiquement l'islam, c'est tous les signes visibles, tous les signes ostentatoires qui ont été interdits. Mais surtout, lorsqu'en 1989, avec Régis Debray, Elisabeth de Fontenay... Il y a 25 ans, donc. Oui, et Catherine Kistler, nous avons publié un texte demandant si vous voulez, soutenant l'interdiction du voile à l'école. Nous l'avons fait dans l'Observateur avec 5 intellectuels. Il y avait accompagné notre texte un manifeste de 5 intellectuels venus d'islam, dont Mohamed Arbi, pour dire à quel point ils nous soutenaient. Et ce que je reproche à Edoui Plenel, ça c'est très important, c'est que dans son souci des musulmans, ils oublient ceux des musulmans qui refusent, eux, de faire de l'Occident le bouc émissaire de leur marasme et qui entreprennent à leur risque et péril une critique de l'islam. Fethi Ben Slama, qui est un psychanalyste d'origine tunisienne, a publié une déclaration d'insoumission. Et dans cette déclaration d'insoumission, il rappelle que l'oppression des femmes ne dégrade pas seulement la femme, mais organise dans l'ensemble de la société l'inégalité, la haine de l'altérité. Et il dit que le voile islamique, c'est une forme, c'est une manière d'organiser. Non, je veux finir ma phrase. C'est une manière d'organiser, si vous voulez, la séparation des sexes. Et donc, il s'agit, en l'occurrence, d'aider l'islam à sortir de ce rapport-là aux femmes. Comme d'habitude, vous ne m'avez pas lu, je cite longuement Édouard Saïd, qui fait partie de ces intellectuels arabes qui ont combattu toutes les idéologies rétrogrades, religieuses, réactionnaires. J'ai volontairement débattu à l'Institut du monde arabe avec Elias Sambar, qui est un chrétien palestinien français, ennemi de toutes ces idéologies religieuses. Et dans tout ce débat, où il y avait 1000 personnes à l'Institut du monde arabe, il a été dit qu'il fallait développer une conscience critique dans le monde musulman. La question n'est pas là. Derrière cette question où vous ramenez toujours à la stigmatisation, à la dénigration de nos compatriotes musulmans, il y a derrière ça une question décisive, qui est qu'est-ce que c'est que la France ? Et qu'est-ce que c'est que la France ? L'identité. Non, mais qu'est-ce que c'est que la France demain ? Qu'est-ce que c'est que la France dans ses classes populaires ? Dans ce livre, je m'en prends à la gauche, dans son idéologie, où elle se prend cette phrase de Marx, « La religion est l'opium du peuple », en oubliant que c'était une phrase de compréhension du fait religieux. Sur le soupir du désespéré. Quand vous êtes dominé,
opprimés, exploités. Eh bien, mais parfois, on peut critiquer la religion, néanmoins. Mais est-ce que j'ai interdit dans ce livre de critiquer la religion? Je dis juste que ce livre pourrait, et je vais vous provoquer, pourrait s'appeler Pour les religions. Parce que je pense en effet que ce qui m'importe n'est pas ce que nous croyons séparément et comment nous l'affichons séparément, c'est ce que nous faisons ensemble. Vous parlez de la gauche, vous êtes pour la mixité. Voilà. Et la mixité doit être défendue. C'est la plus belle des traditions françaises. Elle remonte à beaucoup plus loin que la Révolution. Et il n'y a aucune raison même d'en priver les musulmans. Et je le dis, oui, je ne sais pas si vous êtes pour. Mais... Non, je suis pour. Chacun sa tradition. Il y a d'autres traditions. La jeunesse ouvrière chrétienne, la jeunesse étudiante chrétienne. C'est-à-dire ce que nous faisons ensemble tout en ayant nos croyances. Tout en ayant... Hachomer Hatzaïr dans le mouvement juif, le mouvement ouvrier juif, ceux qui n'ont pas renoncé à leurs croyances tout en faisant un agenda commun. C'est cela qui sera le sursaut de notre pays. Je vous demande d'accueillir Nadia Dam, qui va nous rejoindre dans un instant. On était en train de parler, et ce sera le dernier volet de ce débat, de ce dialogue, de l'identité française, être français, être musulman, les deux ensemble, à propos de quelque chose qui nous intéresse au plus haut point, au vu de l'actualité, s'il vous plaît, la manière dont une partie de la communauté musulmane s'est prononcée par rapport à Daesh. À l'État islamique, absolument. Des musulmans ont décidé de prendre publiquement la parole pour se désolidariser de l'organisation terroriste, pour dire que cet islam n'est pas le leur. En France, il y a eu des tribunes dans la presse. Il y a eu ce rassemblement qui a été organisé devant la mosquée de Paris par le Conseil français du culte musulman. Sur Internet, cela s'est fait par le biais de la campagne Not in My Name, dont j'ai déjà parlé dans cette émission, dans laquelle des jeunes musulmans britanniques affirment que Daesh n'agit pas en leur nom. La plupart de ces initiatives sont spontanées, mais il faut préciser aussi qu'on a demandé à ces musulmans de condamner l'État islamique et de le faire en tant que musulmans. C'est pas n'importe qui, c'est notamment Barack Obama. Voilà ce qu'il déclarait mercredi dernier à la tribune de l'ONU. On l'écoute. Il est temps pour le monde, et particulièrement pour les communautés musulmanes, de rejeter explicitement, avec force et sans relâche, l'idéologie d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Tout le monde doit condamner, mais les musulmans plus que les autres. Le problème, c'est que visiblement, tous les musulmans ne sont pas de cet avis. Ils sont même de plus en plus nombreux à estimer que cette injonction est stigmatisante, qu'elle présuppose que les musulmans sont solidaires des terroristes jusqu'à preuve du contraire. Et là aussi, cette pensée s'est exprimée sur Internet, notamment via une campagne qui s'appelle « On n'a pas demandé », qui a été initiée par le site Rue 89. C'est un hashtag qui recense toutes les fois où l'on n'a pas demandé à un individu de se désolidariser d'un groupe. Parfois, c'est très sérieux, comme ici. On n'a pas demandé aux Basques de se désolidariser des actions terroristes de l'ETA. Parfois, c'est un peu drôle. On n'a pas demandé à Point Soleil de se désolidariser de Christian Estrosi. Et on n'a pas non plus demandé aux Nadine de se désolidariser des Morano, Alain Finkielkraut. Plus sérieusement, que des Français musulmans veuillent s'exprimer, non pas en tant que musulmans, mais en tant que Français. Ça devrait vous rassurer. Est-ce que c'est le cas? Personne n'a rien demandé. Ce sont des musulmans anglais au départ, car l'Europe existe, qui se sont exprimés pour dire Not in my name. Et j'ai trouvé ce mouvement authentique et absolument légitime, d'autant plus que personne ne demandait rien à personne. Et tous les musulmans devaient leur emboîter le pas. Vous avez demandé aux musulmans français. J'ai dit que j'espérais qu'un mouvement comme Not in my name allait. J'aurais aimé que ça se fasse au moment de la Fermera. Or, au moment de la Fermera, l'imam Tarek Oubrou a dit qu'il a été obligé de consacrer, même de Bordeaux, plusieurs semaines de prêche à cette question parce qu'il sentait une empathie pour Mera parmi ses ouailles. Donc, je suis heureux que ce mouvement ait lieu. Je constate, malgré tout, que les manifestations sont tout de même plus faibles, moins fortes en nombre que les grandes manifestations qui, à l'occasion de Gaza, ont permis de dire à quel point les sionistes et la France sioniste étaient, si vous voulez, insupportables. Donc c'est un mouvement que j'approuve et dont j'espère qu'il prendra de l'ampleur, parce que là où je rejoins Edoui Plenel, les musulmans modérés, ceux qui veulent s'intégrer dans un pays qu'ils aiment, dont ils aiment la langue, la littérature, la culture, sont effectivement les premières victimes de cet islamisme qui se répand
aujourd'hui en Europe. L'intégration ou l'inclusion, Alain? L'intégration, bien sûr. L'intégration, mais quand même, la France n'est pas une gare, la France n'est pas un aéroport, c'est pas à chacun d'être complètement ce qu'il est. La France est une civilisation, et cette civilisation, il est assez légitime, si vous voulez, qu'elle l'offre. Moi, j'ai pas été assimilé. On m'a pas condamné à abandonner mon identité juive. Moi, le sujet n'est pas vous. Oui, le sujet, c'est moi qui le choisis. Et si c'est moi, c'est moi. J'ai assimilé. C'est qu'il nous reste quelques minutes. J'ai assimilé. Oui, c'est vrai. Il est très difficile pour vous, d'Edoui Plenel, d'entendre la parole des autres. Concluons, ça a été extrêmement long. Je comprends que c'est un grand sacrifice. Je vous lis. Concluez, Alain Finkielkraut. Edoui Plenel, je disais simplement que je n'ai pas eu à m'assimiler à une culture en sacrifiant mon identité. J'ai assimilé une culture. Ce n'est pas un carcan, c'est un don. Voilà ce que j'appelle l'intégration. Qu'est-ce que l'intégration, Edoui Plenel, selon vous? Nous avons tous à nous intégrer. Je suis arrivé en France à l'âge de 18 ans, je n'en connaissais pas les codes. Ce qui est derrière le discours d'Alain Finkielkraut, derrière l'identité malheureuse que j'ai lue de près, derrière la vulgate médiatique qu'en tant qu'intellectuel médiatique il diffuse, c'est une injonction à l'effacement, à l'assimilation, à la disparition, Et derrière cette injonction, je le dis, vous savez, nous avons débattu loyalement avec Alain Finkielkraut jusqu'à une rupture le jour où il s'est mis à soutenir Renaud Camus, l'homme qui comptait les Juifs à France Culture et qui aujourd'hui soutient le Front National et pense que la France est en train d'être remplacée par une population qui l'envahirait. Je le dis comme je le pense. Je le dis comme je le pense. Je le dis comme je le pense. Sous l'allure académique, c'est un académicien, un immortel, sous la vision bienséante de ce que énonce Alain Finkielkraut, nous avons là l'aubaine pour le Front National. Un intellectuel, académicien, ancien gauchiste, juif, qui diffuse, qui banalise cette désignation de bouc émissaire. J'ai dit l'aubaine, je n'ai pas dit l'idiot utile, qui est le rêve et qui risque d'accompagner notre cauchemar. Edoui Plenel lit derrière, Edoui Plenel lit sous. Ce qui veut dire qu'il ne lit pas. Il ne lit pas, il lit derrière. Il lit derrière une injonction qui n'y est pas. Donc le sourire de la Stasi, c'était très élégant concernant ma personne. Vous lisez derrière. Vous voyez, je suis légèrement plus élégant que le sourire de la Stasi. D'ailleurs, c'est vous qui l'avez dit. C'est vous qui l'avez dit. Vous lisez derrière, vous lisez sous. Vous faites avec Mediapart un journalisme. Vous ne me lisez pas. Un journalisme de fouille-merde. Non, Alain Finkielkraut, Edoui Plenel, non. Vous vouliez aller sur une autre planète. Tout était courtois. Malheureusement, je ne peux pas. C'est la preuve que vous n'êtes pas vraiment les pieds sur terre. Malheureusement, je ne peux pas. Juste sur Renaud Camus, je n'ai rien à dire. Renaud Camus, je n'ai rien à dire. Nous avons débattu pendant 3 heures à Sciences Po, très clairement. Renaud Camus, je ne soumets personne à aucune injonction. Je pense que j'ai eu le droit, moi, à une culture ou à des fragments d'une culture magnifique, et je voudrais que la transmission continue. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, mais il est très difficile de garder son calme et d'avoir les idées claires quand vous subissez ce genre d'accusation. Ce genre d'accusation. L'académicien qui est une aubaine pour le Front National. Le débat est terminé. Je rappelle pour les musulmans Edoui Plenel, l'identité malheureuse d'Alain Finkielkraut. Un mot quand même. Et c'est le mot de la fin. Edoui Plenel qui aime à se considérer comme le successeur d'Émile Zola, le Zola des musulmans, eh bien, je voulais dire vous voulez vraiment le mot de la fin. Avec un Dreyfusard comme vous, les Juifs n'ont pas besoin d'antisémites. Eh bien, ma famille, qui est aussi juive que la vôtre, pense le contraire, monsieur. Merci à tous les deux. Ce débat a été enregistré, je le précise, sans montage et sans trucage, évidemment. Et c'est comme ça sur Arte et dans 28 minutes. À suivre sur notre antenne, soirée Théma, présentée par Émilie Aubry, sur le 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin. À demain, 20h05. Tchuss. Bis morgen.